Il existe des façades parfaites, des murs en pierre blanche, des jardins impeccables, des voitures allemandes garées devant l'entrée. Las Lomas de Chapultepec. Un quartier qui n'est pas un quartier. C'est une déclaration de pouvoir, de réussite, d'ordre, de famille parfaite. Des sourires parfaits sur les photos des magazines People. Des vies parfaites vécues derrière de hauts murs et sous la protection de gardes privés. Mais la perfection est la meilleure cachette pour l'horreur. L'ordre est le masque le plus efficace pour la pourriture, et le silence d'un manoir peut cacher un enfer qui brûle à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la porte de l'une de ces maisons parfaites. Et ce que nous y trouverons mettra à l'épreuve votre conception de la famille, de l'amour, du mal. C'est l'histoire d'un homme bon qui a entendu un murmure au milieu du silence et qui, en le suivant, s'est retrouvé au cœur des ténèbres. Avant d'entrer dans ce cabinet, je vous demande quelque chose. Ce n'est pas un « j'aime ». Ce n'est pas un commentaire. C'est un acte de conscience. Si vous pensez que ces histoires doivent être racontées, que l'obscurité doit être exposée pour que la lumière ait une chance, abonnez-vous. Activez la cloche. Car chaque notification est une petite fissure dans le mur du silence. Et parfois, une seule fissure suffit pour que tout s'effondre. Commençons. Le docteur Matteo Salas était un homme qui vivait du chaos des autres. Il était psychologue. Son cabinet, au cœur de Las Lomas, était une oasis de calme, des murs de couleur neutre. Un canapé en cuir confortable. Le doux ronronnement de la climatisation. Un espace sûr pour démêler le désordre de l'âme des riches et des puissants. Matteo était bon dans son travail. Il avait tout entendu. Infidélité, addiction, des dépressions cachées derrière une vie de luxe. Il pensait que plus rien ne pouvait le surprendre. Il avait tort. Un mardi après-midi, la famille de la Torre franchit sa porte. Ils étaient l'incarnation même de la perfection. Alejandro, le père, un avocat d'affaires réputé, grand, charismatique, vêtu d'un costume sur mesure et arborant un sourire désarmant. Isabelle, la mère, d'une beauté exquise, mince, élégante. D'une sérénité qui semblait sculptée dans le marbre. Léo, le fils aîné. 16 ans, tout aussi beau que son père. Capitaine de l'équipe de football de son école UP. Et Sofia, la fille cadette. 14 ans. Elle était la raison pour laquelle ils étaient là. Elle était la seule note discordante dans cette symphonie de perfection. Alors que les autres souriaient et saluaient, Sofia gardait les yeux fixés sur le sol. Elle était petite pour son âge. Elle avait de grands yeux sombres qui semblaient absorber toute la lumière de la pièce. Selon Alejandro, la raison de la consultation était l'anxiété de Sofia. Crise de panique, de mauvais résultats vie scolaire, de l'isolement. « Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour elle, docteur », dit Alejandro, d'une voix de baryton qui emplit la pièce. « Notre famille est une équipe. Et si un membre de l'équipe ne va pas bien, nous en souffrons tous. » Isabelle acquiesçait à chaque mot de son mari. Une poupée de porcelaine qui acquiesçait. Léo regardait son téléphone, ennuyé. La première séance fut un monologue d'Alejandro. Il parlait de sa famille comme s'il s'agissait de son entreprise la plus prospère. De ses valeurs, de son unité, de son amour inconditionnel. Matteo écoutait, observait, et il remarqua quelque chose d'étrange. La façon dont Isabelle regardait son mari avant de parler, à la recherche d'approbation. La façon dont Léo ignorait Sofia, comme si elle était invisible. Et Sofia n'a pas dit un seul mot pendant toute l'heure. Elle se contentait d'arracher un petit fil de son pull, encore et encore, avec une concentration méthodique, destructrice.
Lors des séances suivantes, Matteo demanda à les voir séparément. Avec Sofia, le silence était un mur. Elle ne parlait pas. Elle ne le regardait pas. Elle était assise sur le bord du canapé, recroquevillée comme si elle attendait un coup. Matteo s'est montré patient. Il ne l'a pas pressée. Il lui a donné du papier et des crayons de couleur. « Si tu ne veux pas parler, dessine », lui a-t-il dit. Et Sofia a dessiné. Elle a dessiné une maison. Une grande et belle maison, comme la sienne, mais sans porte, sans fenêtre. Une boîte parfaite. À l'intérieur de la boîte, elle dessina 4 personnages. Un roi avec une énorme couronne. Une reine à ses côtés, la bouche cousue. Un prince debout dans un coin, dos tourné. Et une petite princesse, au centre. Seule. Le roi n'avait pas de visage. Ce n'était qu'une tache noire. Matteo sentit un frisson lui parcourir le corps. Il rangea les dessins. Lors de la séance suivante, Sofia parla pour la première fois, d'une voix à peine audible. « Chez moi, nous jouons à un jeu, » dit-elle. Matteo se pencha légèrement. « Un jeu ? Quel genre de jeu ?» Sofia mit du temps à répondre. « Il s'appelle le cercle de confiance. Il y a des règles. » « Quelles règles ?»« La règle numéro 1, murmura Sofia, est que le cercle ne doit jamais être rompu. Ce qui se passe dans le cercle reste dans le cercle. La règle numéro 2, c'est que le roi a toujours raison. »« Et qui est le roi ?» demanda Matteo, même s'il connaissait déjà la réponse. « Mon père, » répondit-elle. L'atmosphère dans le cabinet devint pesante. Lourd. Matteo sentait le cuir froid de son fauteuil contre son dos. Il entendait le tic-tac de l'horloge accrochée au mur, un son qui semblait soudainement menaçant. Lors de la séance suivante, Sofia en révéla davantage. « Parfois, c'est moi qui suis la reine, » dit-elle, le regard perdu dans un point du tapis. Le cœur de Matteo s'arrêta. Les mots étaient enfantins, mais leur signification était monstrueuse. « Que fait la reine, Sofia ?» demanda-t-il, sa voix lui semblant étrange à ses propres oreilles. « La reine doit rendre le roi heureux, » murmura-t-elle. « Elle doit lui prouver sa loyauté. C'est ma mère qui me prépare. Elle dit que c'est un honneur, que c'est mon devoir pour maintenir l'unité de la famille. » Matteo sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Un goût de bile lui monta à la gorge. Ce n'était pas un simple abus. C'était un système, un rituel, une folie partagée déguisée en jeu familial. La mère n'était pas une victime passive. Elle était la prêtresse du culte, celle qui préparait l'offrande sacrificielle. « Et ton frère, Léo, il joue aussi ?» demanda Matteo, redoutant la réponse. Sofia secoua la tête. « Léo est le prince. Le prince observe. Le prince apprend. Pour quand il sera roi ?» L'horreur. L'horreur absolue de cette phrase. L'héritage de la perversion. Le legs de la monstruosité. Matteo resta sans voix. Le psychologue expérimenté. L'homme qui avait tout entendu. Il regardait directement dans l'abîme. Et l'abîme le regardait en retour à travers les yeux vides d'une jeune fille de 14 ans. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il avait besoin d'air. Il regarda vers la rue. Les voitures de luxe passaient. Les gens marchaient. Un monde normal. Mais son cabinet était devenu une chambre de torture. Les paroles de Sofia résonnaient sur les murs. La reine doit rendre le roi heureux. Le prince regarde. Le prince apprend. Le cercle ne doit jamais être brisé. Il ressentit un froid qui ne venait pas de la climatisation. Un froid qui venait de l'âme. Il réalisa qu'il n'avait pas affaire à un père abusif.
Il avait affaire à une secte familiale, avec son propre Dieu, ses propres rituels et ses propres victimes. Comment une telle chose commence-t-elle? Elle ne commence pas avec un monstre. Elle commence avec un homme qui se prend pour un dieu. Alejandro de la Torre venait d'une famille noble, mais avec une froideur émotionnelle qui gelait. Son père était un homme distant, exigeant. L'affection était un signe de faiblesse. Alejandro a grandi avec un immense vide dans sa poitrine. Et il l'a comblé avec un besoin insatiable de contrôle. Contrôle sur sa carrière, sur son argent, sur les gens. Sa famille n'était pas une famille, c'était sa création, son chef-d'œuvre, une extension de son propre ego narcissique. Isabelle, la mère, fut la première pièce de sa collection. Elle venait d'une famille déchue. Elle était belle, cultivée et surtout soumise. Alejandro la façonna. Il l'isola de ses amis, de sa propre famille. Il l'a convaincue que le monde extérieur était dangereux et que seule sa protection pouvait la mettre en sécurité. Petit à petit, il l'a brisée, jusqu'à ce que la volonté d'Isabelle se dissolve dans celle d'Alejandro. À la naissance de leurs enfants, la folie d'Alejandro a atteint son paroxysme. Ce n'étaient pas des individus. Ils étaient ses héritiers, son legs. Des êtres qui lui appartenaient corps et âme. Le cercle de confiance fut son invention la plus perverse. Une façon de s'assurer une loyauté absolue, de créer son propre monde avec ses propres règles morales, où il était le législateur, le juge et le bourreau. L'inceste n'était pas pour lui un acte sexuel, c'était le sacrement ultime de son culte, la communion finale. Le moyen de fusionner la famille en une seule entité, lui. Isabelle ne résista pas. À ce moment-là, elle était déjà tellement endoctrinée qu'elle était devenue la plus fervente croyante. Pour elle, l'abus était une preuve d'amour, une garantie que la famille resterait unie, pure, à l'abri du monde extérieur qu'elle craignait tant. Léo, le fils, a grandi dans cette atmosphère toxique. Il a appris que le pouvoir du père était absolu, que le silence était synonyme de survie, que les femmes de la famille étaient des objets à l'usage du roi, et que son destin était de devenir ce roi. Sofia a été celle qui a craqué, celle qui n'a pas pu supporter le poids de l'honneur. Ces crises de panique n'étaient pas une maladie. Elles étaient un appel à l'aide, le cri d'une âme qui refusait de mourir en silence. Matteo passa la pire nuit de sa vie. Le secret de Sofia était une braise ardente dans son esprit. Il avait un devoir professionnel de confidentialité. Mais il avait aussi un devoir humain. Le lendemain matin, il prit une décision. Il enfreindrait le code. Il irait voir les autorités. Sa première étape fut un bureau du ministère public spécialisé dans les crimes contre la famille. Il fut reçu par un jeune avocat qui avait plus de gel dans les cheveux que d'intérêt sur le visage. Matteo exposa le cas, avec précaution, en omettant les noms au début. Il parle d'un jeu pervers, d'un culte familial. Le juriste écoutait tout en consultant son téléphone portable sous son bureau. « Docteur », dit-il à la fin, avec un bâillement mal dissimulé. « Avez-vous des preuves? Des enregistrements? Des photos? J'ai le témoignage de la fillette. J'ai ses dessins. Je suis un professionnel de la santé mentale. Mon diagnostic est clair. » « Ah, un diagnostic », l'interrompit l'avocat avec un petit sourire moqueur. « On n'envoie personne en prison avec des diagnostics. »« Donnez-moi le nom de la famille », ordonna-t-il. Matteo hésita, puis le lui donna. La famille de la Torre. Le sourire de l'avocat disparut. Il leva les yeux de son téléphone pour la première fois.
Alejandro de la Torre? L'avocat? Oui. L'avocat se cala dans son fauteuil. Son ton changea. Il devint froid, servile. Docteur Salas? Maître de la Torre est l'un des hommes les plus respectés de ce pays. C'est un ami personnel du procureur général. Vous portez une accusation extrêmement grave basée sur les fantasmes d'une adolescente en difficulté. Ce ne sont pas des fantasmes. C'est la vérité. Écoutez, docteur, dit l'avocat en se levant, mettant fin à la réunion. Je vous suggère de gérer cela de manière thérapeutique. Parfois, les filles de cet âge inventent des choses pour attirer l'attention. Nous n'allons pas ouvrir une enquête qui salirait la réputation d'un homme honorable à cause d'une crise de colère. Classez cette affaire, docteur, pour votre propre bien. Matteo quitta le bureau avec un mélange de colère et de nausée. Le système n'était pas là pour protéger Sofia. Il était là pour protéger Alejandro de la Torre. Il s'assit dans sa voiture. Ses mains tremblaient. La climatisation semblait ne pas fonctionner. Il se sentait étouffé. Il n'abandonna pas. Son prochain arrêt fut le DIF, l'institution de protection de l'enfance. Là-bas, l'indifférence avait un autre visage, celui de la bureaucratie. Une assistante sociale, débordée et fatiguée, écouta son récit. « C'est très grave, monsieur. Nous allons remplir un rapport. » 2 semaines passèrent. Rien. Matteo appela. « Le dossier est en cours d'attribution », lui dit une voix anonyme. 2 autres semaines passèrent. Finalement, on l'informa qu'une visite à domicile serait effectuée. Matteo savait que c'était un piège. Et ce fut le cas. La travailleuse sociale qui se rendit au manoir de la Torre fut accueillie par un Alejandro charmant et une Isabelle attentionnée. Ils lui offrirent du café et des biscuits importés. La maison était impeccable. Sofia et Léo, bien préparés, se sont comportés comme 2 enfants modèles. Le rapport de la visite était un chef-d'œuvre d'aveuglement institutionnel. Famille de haut niveau socio-économique, structurée et fonctionnelle. On observe des dynamiques de communication qui pourraient être améliorées. Aucun signe de violence ou de négligence n'est détecté. Il est recommandé de poursuivre le soutien thérapeutique. Matteo a lu le rapport et a eu envie de le brûler. Il a appelé la superviseure du DIF. « Vous n'avez rien vu parce qu'ils vous ont monté un spectacle », lui a-t-il dit, la voix altérée. La superviseure a soupiré à l'autre bout du fil. Un soupir d'ennui infini. « Docteur Salas, il s'agit maintenant d'un cas qui nécessite un 2e avis. Cela relève d'un autre domaine. Remplissez le formulaire 7C pour demander une évaluation psychologique externe. Le comité se réunit 1 fois par mois. Soyez patient. » Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers, à la trier, à l'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. Désespéré, Matteo se tourna vers son dernier espoir, le président de l'ordre des psychologues, un ancien collègue. Il l'a reçu dans son luxueux bureau. Il a écouté l'histoire avec une expression de grave inquiétude. « Matteo, c'est terrible. Horrible, a-t-il dit. Matteo a senti une lueur d'espoir. Mais, a poursuivi son collègue, tu dois être très prudent. Tu violes la confidentialité du patient. Si Alejandro de la Torre l'apprend, non seulement il te poursuivra en justice pour des millions, il te retirera ta licence. Il détruira ta carrière. Mais il y a une petite fille en danger, s'écria presque Matteo. Notre devoir est de protéger les patients, mais aussi de protéger l'intégrité de notre profession, dit le président, avec un sang-froid glacial. Une accusation fausse, ou que tu ne peux pas prouver, nous nuit à tous. Mon conseil,
en tant qu'ami, est que tu te retires de cette affaire. Transmets-la à un autre collègue. Ne te laisse pas couler avec elle. Matteo quitta ce bureau en se sentant complètement seul, trahi. Même ses propres collègues, sa corporation, lui tournaient le dos. L'institution se protégeait elle-même. Au détriment d'une petite fille, Matteo était dans une impasse. Le système l'avait laissé tomber à tous les niveaux. La loi protégeait les puissants. La bureaucratie enterrait la vérité sous la paperasse. Et sa propre profession lui conseillait la lâcheté. Il pouvait abandonner. Il pouvait renvoyer l'affaire et se laver les mains, sauver sa carrière, sa vie. Ou il pouvait faire l'impensable, il pouvait tout brûler, y compris lui-même. Il prit une décision. Cette nuit-là, dans son cabinet, il retranscrivit ses notes des séances avec Sofia. Chaque mot, chaque dessin. Il créa un document anonyme, la chronique détaillée du « cercle de confiance ». Et il le transmit à une journaliste d'investigation, une femme courageuse qui n'avait pas peur du pouvoir. L'article fut publié une semaine plus tard sur un site d'information en ligne. Ce fut une bombe atomique. Le scandale a ébranlé les fondations de l'élite de Mexico. Le jeu tordu de la famille parfaite. Le nom d'Alejandro de la Torre était dans toutes les bouches. Le système, qui le protégeait auparavant, devait désormais réagir sous la pression des médias. Mais il a réagi à sa manière. Il n'y a pas eu d'arrestation pour abus, ni pour corruption de mineurs. Une enquête a été ouverte pour violence familiale. Un délit mineur, négociable. Alejandro de la Torre a engagé la meilleure équipe d'avocats. Ils ont tout nié. Ils ont accusé le psychologue d'être un charlatan, la journaliste d'être une journaliste à sensation, et Sofia. Ils l'ont dépeinte comme une enfant perturbée et menteuse. La famille s'est brisée. Le DIF est finalement intervenu et a retiré Sofia et Léo de la maison. Mais ont-ils été sauvés? Sofia a été envoyée dans un centre d'accueil, une victime de plus du système, passant d'une cage dorée à une cage de béton. Léo a été envoyé chez des parents, plein de rage et de confusion. Le prince détrôné. Isabelle a fait une dépression nerveuse et a été internée dans une clinique psychiatrique de luxe, la reine brisée. Et Alejandro, après des mois de procédures judiciaires, a reçu une peine minimale. Thérapie obligatoire. Une amende. Il n'a jamais mis les pieds en prison. Son pouvoir l'a protégé jusqu'au bout. Matteo Salas a perdu sa licence. Il a été poursuivi en justice par Alejandro de la Torre. Sa réputation a été détruite. Il a dû fermer son cabinet. Aujourd'hui, il travaille dans un petit centre communautaire à la périphérie de la ville. Pour une fraction de ce qu'il gagnait auparavant. Certains disent qu'il a ruiné sa vie. Mais parfois, la nuit, quand le silence est total, Matteo regarde la chaise vide où Sofia s'asseyait. Et il sait qu'il a fait ce qu'il fallait. Il n'a pas gagné. Personne n'a gagné dans cette histoire. Mais il a brisé le cercle. Il a brisé le silence. Et parfois, dans un monde comme le nôtre, c'est la seule victoire possible. Une victoire amère, solitaire, mais une victoire quand même.